dans notre histoire militaire, dans l'histoire tout court, qui est cet âge des interventions, qui a débuté, les interventions modernes ont peut-être débuté avec l'expédition de Bizerte en 61, mais bon, on va faire commencer ça avec la fin de la guerre d'Algérie. Et donc c'est effectivement une période tout à fait nouvelle, où après la guerre d'Algérie, sous l'impulsion du général de Gaulle, on refonde complètement notre outil militaire, notre outil de défense. L'essentiel de l'effort, on est en pleine guerre froide, bien évidemment, l'essentiel de l'effort à ce moment-là porte sur la défense du territoire métropolitain, dans un cadre très particulier de la dissuasion nucléaire. Et en même temps, on conserve une petite branche de soldats, ce que j'appelle les soldats nomades, donc de soldats qui sont destinés à mener des interventions dans le monde. Au départ, c'est une branche tout à fait marginale de l'outil de défense, mais qui va prendre de l'ampleur jusqu'à devenir, à l'heure actuelle, l'ensemble finalement de nos armées. Alors, toute cette période se caractérise d'abord par un faible taux de perte, c'est-à-dire que c'est malgré tout la période de toute notre histoire la moins meurtrière militairement. On a à ce jour, depuis 1962, 600 hommes qui sont tombés en opération, dont 400 morts pour la France, morts au combat, à comparer aux plusieurs milliers d'accidentés de la route ou aux 1500 Français tout simplement qui meurent chaque jour. Se caractérise par une très grande fragmentation. Donc en réalité, on n'a jamais arrêté de mener des opérations, et notamment des opérations de guerre. On compte au total peut-être 400 opérations depuis la fin de la guerre d'Algérie, 400 opérations militaires, dont la plupart en réalité sont très minimes, mais on peut comptabiliser à peu près 118 opérations importantes, opérations de projection de force. Et tout ça, donc multiplicité, ça fait quand même une moyenne de 2 opérations par an, différentes. Donc multiplicité, dans un espace extrêmement important, souvent surprenant, on y reviendra, et dans un flou permanent entre la paix et la guerre. Multiplicité des missions, fragmentation, diversité des théâtres d'opération, et tout ça avec un outil qui, je le rappelle au départ, tient de l'héritage. C'est-à-dire qu'on c'est encore un héritage, au moins dans les capacités, dans les façons de faire de cet outil d'intervention de la guerre d'Algérie, des troupes professionnelles. Et en même temps, qu'il y a un élément qui rentre dans un cadre tout à fait nouveau, et notamment le cadre des institutions de la Ve République, et en particulier de la capacité du président de la République en France à engager la force de manière discrétionnaire. Ce qui est un cas assez unique dans les démocraties occidentales, qui finalement, cette prérogative dans l'esprit du général de Gaulle, c'était pour engager l'arme nucléaire. Les institutions de la Ve République, elles sont destinées, militaires, elles sont destinées à ça, quoi. C'est-à-dire que dans l'esprit de Gaulle, il ne pouvait pas y avoir de débat avant d'engager l'arme nucléaire. On n'avait pas le temps, c'était la décision de seul homme. Bon. Or, il se trouve que, bien heureusement, l'arme nucléaire ce cas ne sera jamais utilisé, n'aura jamais lieu, mais en revanche, cette capacité à engager la force va se trouver sa pleine expression dans ces opérations, ces multiples opérations que l'on va mener à l'étranger. Alors, ces opérations, elles commencent très rapidement, dès la fin de la guerre d'Algérie. Elles ont pour théâtre essentiellement l'Afrique. Mais d'emblée, elles sont très diverses. Il y a des opérations purement humanitaires qui apparaissent dans les années 60. La première a sans doute lieu en Yougoslavie, après un tremblement de terre, en 1963. Il y en a d'autres après, ce qui s'appelle à l'époque encore la Haute-Volta, le Biafra, bien sûr, en 68, le Bangladesh, etc. On a des opérations d'appui à différentes actions, non militaires. En 67, par exemple, on appuie la mission polaire de Paul-Émile Victor, on largue du matériel à son profit. Micro-opération. Mais, plus important, la moitié de toutes ces opérations, dès cette époque, sont des projections de force.
projection de force avec un usage toujours mesuré en Afrique, et il s'agit dans un premier temps d'assurer la stabilité de l'Afrique et d'y maintenir l'influence française. Dès décembre 62, une première opération a lieu pour aider le président Senghor contre son premier ministre, Mamadou Dia, au Sénégal. Elle est suivie en 65 d'une opération du même type au Gabon. Le premier déploiement de ce qu'on appelle le dispositif Guépard, c'est un dispositif d'alerte, a lieu en 1967 et à Djibouti. Une première, donc très rapidement, donc des interventions limitées, ponctuelles. Deuxième étape importante, et ce qui sera la grande affaire en Afrique, ce sera le Tchad. C'est à partir de 1969, en 68 précisément, mais l'intervention importante a lieu à partir de 69, où là on s'engage dans quelque chose de beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'à partir de 69, là on affronte non pas un ennemi très ponctuel, mais là on affronte une organisation non étatique. De toute façon on affrontera quasiment que à 95% on n'affrontera que des organisations non étatiques et non pas des États. Cette organisation c'est le FROLINA, le Front de Libération Nationale. Et là, on mène au Tchad, de 69 à 72, une campagne de contre-insurrection. C'est-à-dire que là, on s'engage pour longtemps, avec des moyens importants. On a 2500 hommes qui sont engagés au Tchad à cette époque. Et on y pratique ce qu'on appellera plus tard une approche globale. C'est-à-dire que simultanément, en même temps que l'on traque l'ennemi du FROLINA, on s'attaque aussi aux causes du problème. C'est-à-dire que s'il y a les organisations non étatiques, elles fonctionnent par volontariat, elles recrutent en réalité, elles recrutent des mécontents essentiellement. Et donc s'il y a des gens qui sont mécontents, c'est qu'il y a des causes de mécontentement. Donc il faut s'attaquer aussi à ces causes. Et donc en même temps que l'on attaque le FROLINA, avec la compagnie parachutiste d'infanterie de marine notamment, des compagnies qui sont dans le sud du pays, on réforme l'administration, c'est-à-dire que concrètement on envoie des sous-officiers dans les différentes provinces pour tenir l'administration et récolter honnêtement les impôts et les taxes. Et puis on refonde en même temps l'armée tchadienne. Dans cette armée tchadienne, petite, qui fait aux alentours de 3000 hommes, vous avez quand même 650 soldats français qui sont injectés. Et tout ça, c'est cet ensemble qui permet finalement de rétablir une situation qui était très compromise et de stabiliser, de pacifier au moins le Tchad utile, c'est-à-dire essentiellement le sud du pays, au bout de 3 ans. Le passage, c'est de la guerre d'Algérie à l'Afghanistan, un des très rares cas de campagne de contre-insurrection réussie, à ce moment-là. Réussie, mais avec des résultats limités dans le temps, puisque le président tchadien de l'époque va nous remercier et va nous demander de partir assez rapidement, et nous serons obligés de revenir lorsque la situation va se dégrader à nouveau, en 78 en particulier, puis en 83, avec de nouvelles opérations. Mais c'est une opération atypique et importante. Passage, le Tchad, c'est le théâtre d'opération où le plus de soldats français tomberont à ce jour. Il y a plus de 150 soldats français qui sont tombés au Tchad. Une autre phase importante a lieu à la fin des années 70. Alors c'est intéressant parce qu'on est dans un contexte qui ressemble un petit peu au contexte stratégique actuel, c'est-à-dire milieu des années 70, on est après la guerre du Vietnam, on assistera à un repli américain et en même temps à un expansionnisme idéologique, enfin communiste en particulier en Afrique. Et la France se retrouve finalement un peu seule à pouvoir intervenir militairement dans ce pays. Elle le fait et on a toute une série d'interventions de 78, période 78-79, qui sont importantes. Donc on intervient au Tchad, c'est l'opération Taco, on intervient en Centrafrique déjà, pour renverser l'empereur Bokassa. On intervient en Mauritanie, opération Lamontin contre le Polisario. Donc des opérations on intervient aussi à Kolwezi, donc dans l'actuel Congo, Zaïre à l'époque, où on largue un régiment parachutiste pour sauver une ville qui est aux mains des tigres katangais,
et sauver la population qui est soumise à des exactions. Donc des opérations importantes, des opérations violentes, et qui globalement réussissent. Même réussissent bien. Elles réussissent pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que là, on a un modèle d'intervention à la française qui fonctionne pas mal. C'est-à-dire que ce système, il fonctionne sur une chaîne de commandement rapide, je l'ai déjà évoqué, le président de la République décide de l'emploi de la force, il a auprès de lui un conseiller qui est le chef d'état-major particulier, il est en lien direct avec le chef d'état-major des armées, et donc c'est extrêmement facile. Au passage, cet avantage opérationnel a aussi un inconvénient majeur, c'est-à-dire que tout le reste de la nation, et au moins le reste des représentants de la nation, ne sont pas impliqués dans les décisions d'emploi de la force et même dans la plupart des décisions militaires. Et ça, c'est certainement une lacune majeure qui fait que finalement le président de la République se retrouve politiquement, il se retrouve en première ligne dans ces opérations. Si ça se passe pas bien, c'est lui qui doit en assumer forcément le coût. D'où un certain nombre de tentations pour le même président de la République finalement de s'immiscer dans les opérations pour essayer d'en limiter les dégâts politiques. On le verra notamment en Afghanistan. Donc, chaîne de commandement rapide qui permet des interventions rapides, mais qui sur la durée est peut-être une source de faiblesse. Quand les Américains, eux, qui ont un processus qui est beaucoup plus rigide, beaucoup plus lourd, quand ils décident de s'engager en guerre, c'est après un vote du Congrès. Vote du Congrès, donc c'est long, il y a plusieurs effets pervers dans ce processus, mais au moins, à partir du moment où tout le monde vote, tout le monde est impliqué, tout le monde est mouillé dans cette décision et tout le monde la soutient, et la soutient pour longtemps. Bon. Pour les interventions françaises, donc chaîne de commandement rapide, consensus assez général d'ailleurs sur l'emploi de la force, il y a assez peu de contestation sur les différentes opérations que l'on engage, et puis un outil militaire qui est adapté à cette prise de décision rapide, c'est-à-dire qu'on a en Afrique même un certain nombre de forces prépositionnées, c'est-à-dire des bases, à Dakar, à Abidjan, à Djibouti, au Gabon, etc., qui permettent évidemment d'être très près des opérations, des éléments en alerte en métropole, ce qu'on appelle, je l'ai évoqué, l'alerte Guépard pour les forces de terre, les forces terrestres, qui aussi, c'est assez unique aussi dans le monde, hein, c'est-à-dire qu'on a une capacité à s'engager en quelques heures. Vous avez en permanence en France des unités, des compagnies qui sont prêtes à partir en quelques heures. Donc tout est prêt, tous les sacs sont prêts, tout est prêt. Des éléments, donc des moyens de transport, une capacité de transport, et tout ça permet d'intervenir très vite, avec des moyens relativement limités, et d'intervenir, j'ai oublié de le préciser, donc décision aussi purement nationale, ou en binational avec les alliés locaux, mais on ne passe pas par un processus de légitimation, par un vote du Conseil des Nations Unies ou par la réunion d'une coalition. Donc les interventions sont rapides, et elles permettent souvent de traiter la crise au plus tôt. C'est le principe du verre d'eau. Il vaut mieux un incendie, on peut le traiter tout de suite avec un verre d'eau, et si on attend, il prend une grande ampleur, et les moyens nécessaires dans ce cas-là sont beaucoup plus importants. Et puis, on n'hésite pas à engager la force dans des opérations de guerre. Ce sont des opérations de guerre puisqu'on a des ennemis politiques, donc ce sont des opérations de guerre. Et on engage la force contre ces organisations, et on accepte le prix du sang. La période mai-juin 1978, c'est une période où on a 33 soldats français qui tombent au combat. Mais voilà, c'est accepté. Et du coup, ça marche. Et ça marche, encore une fois, tant qu'on reste dans cette logique claire de guerre, c'est-à-dire la désignation d'un ennemi, et on laisse faire les militaires pour affronter cet ennemi. À partir du moment où on va commencer à sortir de cette logique, on va refuser la guerre, comme un cheval refuse l'obstacle, les choses vont commencer à dévier, et même à mal tourner. Ça commence au Liban.
1978, on s'engage pour la première fois dans une mission casque bleu. On s'engage de manière importante, c'est-à-dire qu'on a un bataillon qui s'engage dans la FINUL, la force des Nations Unies au Liban, d'interposition, force intérimaire, pardon, qui est depuis 1978. Et qui au passage n'a jamais empêché quiconque de franchir la frontière. En tout cas pas l'armée israélienne. Bon. Mais voilà, on y est depuis 1978. Pire, on va s'engager, déjà on subit un certain nombre de coups dans cette affaire, et puis surtout on va s'engager à partir de 1983 à Beyrouth. Et là on découvre les premières opérations en coalition, puisqu'on s'engage à Beyrouth. C'est après l'assassinat du président, enfin c'est après l'invasion israélienne, c'est après le siège de Beyrouth. Il y a une première opération qui permet le départ des Palestiniens, et puis dès le départ de cette première opération, dès le lendemain quasiment, vous avez simultanément le massacre de Sabra et Shatila et l'assassinat du président Gemayel. On intervient en coalition avec les Américains, les Italiens et quelques Britanniques pour essayer de stabiliser au moins la ville de Beyrouth. Et là, on découvre le travail en coalition, on découvre le travail avec les Américains, qui eux n'ont pas la même optique de l'engagement de la force, et on se retrouve finalement piégé dans un système où on se refuse à intervenir, à s'engager véritablement, alors même que, malgré tout, la flotte américaine et nos avions frappent un certain nombre de factions autour de Beyrouth. Et cette schizophrénie, on va le payer très cher. On va payer très cher aussi quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est l'alliance avec l'Irak de Saddam Hussein contre l'Iran. Et on ne voit pas que l'Iran, via la Syrie et via surtout le Hezbollah, nouvelle organisation, va nous frapper par un mode d'action inédit à ce moment-là, qui est l'attaque suicide. Au bilan, donc on va perdre 58 soldats dans une seule journée, c'est les plus grandes pertes depuis la fin de la guerre d'Algérie, au 23 octobre 1983. Et au bilan, on va rester à Beyrouth jusqu'en mars 1984, avant de quitter assez piteusement le territoire. Cette période de 18 mois va coûter à la France 92 soldats, c'est-à-dire plus que l'Afghanistan. On passe et c'est la plus grande défaite française depuis 1962. Pour autant, la leçon ne sera pas retenue. Au passage, la période des années 80, c'est aussi la période où on remploie à nouveau l'armée en sécurité intérieure. Ça commence en Nouvelle-Calédonie, avec l'état d'urgence, en 84. Donc où on engage l'armée pour des missions de sécurisation. Et puis, sur le territoire métropolitain, à partir de 86, donc c'est les premiers attentats à Paris, c'est ce qu'on appelle la garde aux frontières, qui est de la pure gesticulation. Je me souviens être parti, moi jeune sergent, sur la frontière luxembourgeoise avec des policiers et des douaniers pour barrer de mon corps la frontière aux terroristes luxembourgeois. Bon. Pure gesticulation. Vigipirate, 1991. Donc là aussi, on est dans le symbole. On pourra en parler, mais les militaires n'apportent strictement rien dans ces missions, sinon leur visibilité. Mais on a mis le doigt déjà dans quelque chose. Début des années 90, là c'est évidemment la fin de la guerre froide, et on assiste à une dilatation des opérations d'un seul coup. Parce qu'il y a un certain nombre d'événements, de choses à gérer, comme souvent après les grands conflits, même si celui-là n'a pas été un conflit chaud, il y a des choses à gérer, il faut gérer la suite. Et en même temps, on a une beaucoup plus grande liberté d'action au niveau international. Les États-Unis, en premier lieu, ont une grande liberté d'action du fait de la fin du blocage qui existait, notamment dans l'engagement de la force par les Nations Unies. Donc, pour la France, ça se traduit par une extension géographique considérable. C'est-à-dire que là, on était quand même cantonné à l'ancien empire colonial, l'Afrique, un petit peu le Liban, mais là, d'un seul coup, on va s'engager au Cambodge, on va s'engager au Kurdistan, on va s'engager en Somalie, avant de s'engager un peu plus tard en Afghanistan, dans des endroits où, évidemment, on n'aura jamais imaginé intervenir. C'est le retour
là aussi assez surprenant, de la guerre interétatique, donc contre l'Irak, en 1990-91, pour la France ça s'appelle l'opération Daguet, où on découvre à cet égard d'ailleurs un certain nombre de lacunes dans notre outil de défense. Et là, on assiste effectivement au retour d'une certaine volatilité dans les missions, dans des cycles de missions, des priorités différentes, qui changent tous les 10-15 ans. À peu près, et on revient, on sort un peu de cette période un peu glacée 60-90 où les choses ne semblaient pas beaucoup bouger dans le monde, et puis là les choses recommencent à changer très vite. Et donc l'armée devient une armée nomade qui est soumise aussi à une grosse difficulté, c'est-à-dire qu'au moment où on multiplie les interventions, c'est le moment où on décide de geler le budget de la défense. C'est-à-dire très concrètement, depuis 1991, le budget de la défense, en euros constants, il a augmenté de 1%. Pendant ce temps, les dépenses de l'État ont augmenté de 80%. Donc, autrement dit, on a gelé complètement les crédits, parce que c'était les fameux dividendes de la paix que réclamait Laurent Fabius à l'époque, et qui vont nous placer dans une situation extrêmement difficile, de plus en plus difficile avec le temps, parce que simultanément, on ne touche pas aux grands programmes d'armement qui ont été lancés dans les années 80, de recapitalisation, de renouvellement de tous les équipements. Et ça, on n'y touche pas non plus, mais donc il faut quand même les payer. Ajouter là-dessus le coût des opérations, ou plutôt le surcoût des opérations. Les opérations, c'est quelque chose qui, le plus souvent, on n'a pas prévu, on n'a pas anticipé, on n'a pas budgété, je dirais. Donc c'est quelque chose qu'il faut payer en plus, et qui, d'un seul coup, à partir des années 90, va dépasser le milliard d'euros par an, à partir de ce moment-là. Et on va rester d'ailleurs sur cette norme entre 700 millions et 1 milliard d'euros par an pour le surcoût des opérations. Donc c'est un coût. Comme on se refuse, avec Daguet, on a une jurisprudence où on a décidé de ne pas engager des soldats appelés en guerre, français, donc on n'engagera que des professionnels. Donc la multiplication des opérations, logiquement, ça aboutit à la professionnalisation de l'ensemble de nos forces, qui a aussi un coût. Bon. Début des années 90, on est aussi dans une période, donc premier cycle, je dirais, même si on continue à mener des opérations en Afrique. Moi j'étais au Rwanda à ce moment-là, j'étais en 92, une opération qui s'appelle l'opération Noroi, qui était une opération assez classique. Mais en même temps, la grande période des années 90, c'est la période des opérations de l'ONU, où on croit opération, c'est la grande époque du soldat de la paix, du maintien de la paix, et on a 20 000 soldats français qui sont engagés dans le monde, d'un seul coup, dont 10 000 portent un casque bleu en 93. Ces opérations, bon, moi j'en ai fait quelques-unes, moi j'étais à Sarajevo par exemple pendant 93, j'y suis retourné après dans le cadre de l'OTAN. Très vite ces opérations ont montré les mêmes limites qu'au Liban en réalité, hein, donc il n'y avait pas de nouveau, rien de nouveau, c'est-à-dire que l'interposition résout rarement les problèmes, elle a plutôt tendance à les geler et à faire de la force qui s'interpose le bouc émissaire et la cible de tous les groupes qui sont sur place. Donc l'échec en Bosnie en particulier est flagrant et marque la fin un peu de cette étape et le passage à une nouvelle formule où on décide, les Américains décident de se réinvestir, notamment en Europe, revenir en Europe, dans le cadre de l'OTAN, et donc c'est une période un peu qualifiée de balkanique, d'intervention de l'OTAN, en Bosnie dans un premier temps, en 1995, puis contre la Serbie et pour le Kosovo à partir de 1999, où on a un nouveau cycle opérationnel, je dirais, avec la création d'une coalition, une campagne de frappe aérienne essentiellement, qui fait céder l'adversaire, et puis on passe à une phase de stabilisation, où on injecte dans ces petits pays 40 000 hommes, dans les deux cas, pour étouffer un peu le problème et attendre qu'il se résolve. Et là, on croit avoir trouvé une nouvelle solution. Simultanément, en Afrique, c'est cette période des milieu des années 90, on décide là aussi de ne plus pratiquer, donc là un schéma un peu inverse, de ne plus pratiquer les interventions directes françaises, parce que c'est associé à la France-Afrique, aux colonies, etc. Donc on décide d'agir de manière beaucoup plus indirecte, en faisant
en s'appuyant sur les organisations régionales africaines, sur les forces africaines, avec un processus qui s'appelle le processus RICAMP, par exemple, de renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, on est encore. On décide aussi de faire, tant que possible, faire appel à l'Union européenne en Afrique, faire venir, de mener des opérations non plus sous le drapeau français, mais sous le drapeau européen. Donc ce seront des missions EUFOR, donc c'est toujours très compliqué à monter, toujours très long. Et puis ensuite, et puis s'il faut intervenir, on hésite à intervenir directement. La première opération d'interposition en Afrique, c'est l'opération turquoise au Rwanda, puis après on va refaire la même chose en Côte d'Ivoire avec l'opération Licorne, avec là aussi les mêmes résultats sensiblement que les autres opérations d'interposition. Bien, on se retrouve ainsi au début des années 2000, où là on s'engage, plutôt les Américains décident de s'engager en Afghanistan d'abord, en Irak ensuite, et on décide de les suivre, nous au moins français, au moins en Afghanistan. Et là, on rentre dans un autre cycle où ce modèle balkanique, je dirais, qu'on a utilisé contre les Bosno-Serbes et puis contre les Serbes en 95 et 99, ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'effectivement, les Américains chassent les talibans assez facilement du pouvoir, et puis là, on investit l'Afghanistan comme on avait investi le Kosovo ou la Bosnie, donc une opération, une force de stabilisation qui se met en place, avec l'idée que ça va faire à peu près comme on va faire ça comme au Kosovo, c'est-à-dire sans combattre, mais les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Conditions, d'abord, le volume n'est pas du tout le même. Il y a 36 millions, au moins 36 millions d'habitants en Afghanistan. On n'est pas dans le cadre du Kosovo, du tout petit Kosovo, et puis surtout on est face à des adversaires qui eux se seront constitués et se sont engagés dans une campagne d'insurrection, de contre-insurrection, qu'on ne voit pas venir, qu'on a du mal à voir venir et qu'on aura beaucoup de mal à appréhender. On y reviendra si vous voulez. Donc on s'engage là, en plus pour la France et pour les autres alliés britanniques notamment, c'est la première fois qu'on s'engage dans une campagne de contre-insurrection sous un commandement étranger, commandement américain en particulier, très particulier, et finalement là on part dans une affaire qui va être très longue et très lourde à mener, où par ailleurs les objectifs français sont relativement flous, ou enfin ils sont essentiellement diplomatiques, ça tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'il s'agit d'être aux côtés des Américains, montrer notre solidarité, et avant tout, ce qui limite là aussi considérablement l'engagement sur place. Bien. Et là effectivement Afghanistan, Irak, on se retrouve face à des organisations nouvelles qui, elles, sont puissantes, sont efficaces, et qu'on n'arrivera jamais à vaincre par ailleurs. Quand on fait le bilan de toutes ces grandes organisations du Moyen-Orient, depuis le Hezbollah au Liban jusqu'au réseau Haqqani en Afghanistan, en passant par l'armée du Mahdi en Irak, combien on a vaincu de ces organisations? La réponse est zéro. Zéro, aucune. Le seul succès que l'on connaisse dans toute cette période 2001 jusqu'à maintenant même, c'est ce qu'on appelle le mouvement du Sawa, donc c'est le réveil, c'est le retournement de la guérilla sunnite en Irak. Qu'on pourra expliquer par différentes raisons, mais qui permet de sauver in extremis la situation en Irak à ce moment-là. Et donc, on se retrouve dans un modèle militaire, occidentale, façon de faire, de plus en plus inefficiente, où on est obligé d'engager des moyens considérables pour obtenir des résultats. Les moyens américains sont absolument faramineux. Les Américains vont s'épuiser dans ces deux conflits. Ce sont des guerres, l'Afghanistan, eux-mêmes l'Irak, les Américains dépensaient $1 milliard tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Et donc forcément, ça, au bout d'un moment, ça a un impact sur l'économie mondiale, ça a un impact sur le budget américain, parce que tout ça est payé à crédit, donc sur l'endettement américain, sur la fragilisation de l'économie américaine et donc aussi de l'économie mondiale. Et les Américains s'y épuisent jusqu'à l'usure, jusqu'au dégoût. 2011, on est une période où on touche un petit peu, là on commence à toucher le point bas, je dirais, de l'efficacité ou de l'efficience des opérations militaires occidentales.
Même l'opération en Libye, qui au bout du compte est un succès, c'est quand même une opération d'une très grande stérilité. On engage uniquement... l'OTAN s'engage, campagne aérienne. On voit déjà qu'on commence à avoir un certain nombre de limitations diplomatiques qui coincent un petit peu, qui limitent la liberté d'action des nations. On s'engage par une grande campagne aérienne, mais il faut quand même plus de 6 mois à l'OTAN, qui est quand même la plus grande organisation militaire de tous les temps, en budget, pour parvenir à aider à vaincre Kadhafi et son régime, qui ne sont pas, franchement parlé, une superpuissance non plus. Bon. Et là, on est vraiment en limite, et la limite, le point bas, il est atteint 2012, au Mali, finalement, Mali, où là, on se retrouve dans une configuration où des groupes djihadistes s'avèrent prendre le pouvoir, prendre le contrôle de tout le nord du pays, AQMI, le Mujao, des groupes Touareg, Ansaridine, MNLA d'abord. Et là, on se retrouve dans une configuration, bon, que fait-on? Là, l'ennemi, pourtant ouvertement terroriste, AQMI au moins, est présent et il est en train d'installer une sorte d'émirat dans le nord du Mali. Et là, le processus, c'est d'appliquer les solutions, la nouvelle politique africaine, je dirais. Bon, je rappelle qu'on est à ce moment-là dans une période de retrait de l'Afrique, qui n'est plus considéré comme prioritaire, comme stratégique par le gouvernement précédent. Dans le livre blanc de 2008, on ne parle plus de l'Afrique, on parle de désengagement, on démantèle un certain nombre de bases. Et puis là, on décide effectivement de faire appel à une force africaine pour... L'armée malienne n'existe plus. Force africaine pour reprendre le contrôle du pays, en attendant que l'armée malienne nouvelle armée malienne prenne le relais. Bon. Cette force africaine considère qu'il faut quand même 1 an pour mettre en place une force de 3000 hommes, ce qui est engagé, si c'était engagé, ce sera engagé en novembre dernier, quoi. Donc ce qui est une des opérations peut-être les plus lentes de l'histoire de l'humanité, quoi. Mais et puis rétrospectivement, on voit surtout que cette opération aurait été un échec flagrant. Et donc là, on voit les limites de l'opération africaine, les limites de l'engagement de l'Europe, parce que cette formation de l'armée malienne, on fait appel à l'Europe, aux nations européennes qui traînent toutes les pieds. Et finalement, ce qui va débloquer la situation, c'est l'offensive d'Ansaridine vers le sud, qui oblige, il n'y a pas d'autre solution, qui oblige la France à intervenir directement, comme elle le faisait dans les années 70, comme elle le faisait à Tako, comme elle le faisait à Kolwezi. Et donc, on revient sur un processus d'engagement extrêmement rapide, décision du président de la République. Et là, pour une première fois depuis très longtemps, acceptation du principe de la guerre. Donc, les choses sont claires dès le départ. Le président et le ministre déclarent ouvertement que c'est la guerre. La mission est claire. Détruire ces organisations, rétablir l'autorité du gouvernement malien sur son territoire. Et effectivement, l'espace de 3 mois, dans une opération purement nationale, passe pas par un mandat des Nations Unies, même si on l'obtient finalement, on ne cherche pas à former une coalition, et on ne se prépare pas pendant 6 mois pour s'engager. On s'engage tout de suite en l'espace de quelques jours, avec une montée en puissance très rapide qui permet, avec une opération assez audacieuse, de reprendre les villes du fleuve Niger, et dans un deuxième temps d'attaquer le Mujao dans la région de Gao et le AQMI dans l'Adrar des Iforas, où on va le chercher en combat à pied, rapproché, ce qui aussi est une surprise pour ces gens-là. Et donc, avec l'opération Serval, on revient effectivement à ce processus classique qui avait bien fonctionné et qui, comme par hasard, fonctionne à nouveau bien, sachant que, comme au Tchad, comme j'expliquais au Tchad des années 70, on est face à des organisations non étatiques, dont certaines ont une implantation locale, donc il ne faut pas s'attendre à un traité de paix et une abdication. C'est quelque chose qui forcément se joue dans la durée. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours au Mali et qu'on a décidé de s'implanter solidement au Sahel pour continuer le combat contre ces organisations sur l'ensemble du théâtre. Là-dessus survient
Donc là, à ce moment-là, comme beaucoup de mes camarades, je suis très content. Je dis ça y est, on revient au classique. Et puis survient l'opération Sangaris en Centrafrique, où là, on a le sentiment de revenir à des errements antérieurs, où on est dans une situation où on ne désigne pas d'ennemis, essentiellement parce que, pour des raisons, encore une fois, on ne veut pas intervenir. On est beaucoup intervenu en Centrafrique. J'ai fait une opération en 98 là-bas. On ne veut pas passer, encore une fois, pour des méchants, des néocoloniaux. En même temps, et surtout, l'ennemi que l'on aurait eu, en particulier en mars, au moment de l'arrivée sur Bangui, l'ennemi c'était la Séléka, et la Séléka est alliée du Tchad. Et le Tchad était notre ami au Mali. Donc c'est en grande partie pour ces raisons que l'on n'est pas intervenu. Et quand on décide d'intervenir, on décide d'intervenir sans ennemis. Donc si c'est sans ennemis, ce n'est pas une opération de guerre. Si ce n'est pas une opération de guerre, c'est une opération de police. En termes militaires, on appelle ça une opération de stabilisation. Et pourquoi pas? Maintenant, les opérations de stabilisation, ce sont des opérations qui demandent beaucoup de moyens humains. Pour s'imposer à tout le monde, là on ne réfléchit pas en termes de rapport de force avec un ennemi, on réfléchit en termes de population à sécuriser. Et là, pour sécuriser ne serait-ce que la ville de Bangui, qui fait 1 200 000 habitants, si on veut s'imposer à tout le monde en même temps, calmer tout le monde, désarmer tout le monde, il faut être au moins à 15 000 ou 20 000. Là on est parti à 1600, on est actuellement à 2500, plus 4000 contingents africains. Le contingent africain, ils étaient déjà là en 97 quand j'y étais. D'une efficacité assez moyenne, on dira. Et voilà, donc au bilan, on se retrouve engagé dans une nouvelle mission d'interposition dont on ne voit pas très bien l'issue. Et donc, au final, le message est un peu, la vision des opérations est un peu brouillée. On se retrouve, nous Français, à mener des opérations encore. Au passage, on est pratiquement les seuls maintenant à monter les opérations. Les Américains ne le feront plus pendant quelques années. Ils hésiteront à s'engager au sol, c'est ça pour le critère. Est-ce qu'on s'engage des troupes au sol? On peut engager des drones, on peut engager des forces spéciales, des choses comme ça, faire des raids. Mais avant de s'engager au sol, maintenant il se passera un certain temps. Les autres nations européennes, nations britanniques, a une culture à peu près militaire, stratégique, disons, à peu près proche de la nôtre, mais là aussi ils sont en grande difficulté. Et puis les autres nations européennes ne veulent pas s'engager. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ne veulent pas s'engager dans les opérations de guerre. Et donc on se retrouve finalement un peu seul. Bon, là, comme je disais à l'introduction, on a des opérations, on en a mené un certain nombre, on en a mené 115, donc tout le temps, mais c'était toujours dans un contexte où on n'était pas les seuls, où il y avait d'autres conflits en cours, d'autres opérations, d'autres pays occidentaux. Là, on n'est plus que les seuls. Tout seul, avec un outil de défense qui est sous pression, budgétaire, à qui on réduit les moyens, et avec un message qui est relativement brouillé sur l'avenir. Simultanément, on s'engage effectivement au Sahel, on réinstalle un dispositif militaire au Sahel, mais que pour des questions financières, on va limiter aussi en effectif à 3000 hommes, et on s'engage en Centrafrique dans une opération extrêmement aléatoire. Et donc, au bilan, la question qui se pose, c'est cette opération Serval. Est-ce que c'est vraiment un chant du cygne ou vraiment un retour à une époque où la France menait des opérations efficaces, où la France était la première puissance européenne, première puissance à mener les interventions les plus efficaces. C'est toute la question, savoir si on veut continuer à disposer d'un outil de défense et de capacités de ce type, quitte à être les seuls, même ça peut être un avantage, une forme d'avantage comparatif considérable par rapport aux autres nations, ou si on assiste maintenant au début de la fin de cette ère des interventions. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long.